théoriquement, c'est l'antichambre de l'adhésion à l'Union européenne. C'est-à-dire que, théoriquement, ces accords de stabilisation et d'association ont été conçus à l'origine comme étant le sas entre l'État dont venaient ces pays et le bonheur éternel qui est symbolisé par l'entrée dans l'Union européenne. Voilà, c'est le purgatoire, vous avez raison. Donc ça a été déterminé au sommet, au Conseil européen de Copenhague en 1993. Donc on est encore à un moment où le but de ces accords, il est triple. Il est d'aboutir à des pays qui aient une économie de marché viable, c'est-à-dire, à l'époque, on est dans des économies qui sont des économies socialistes, donc l'idée qu'il faut aller vers une économie libérale de marché, avoir des institutions démocratiques, et troisièmement, faire preuve de sa capacité à intégrer l'acquis communautaire. Alors, l'acquis communautaire, c'est des dizaines de milliers de normes et de pages. Moi, des milliers de normes et des dizaines de milliers de pages. Donc, si vous voulez, c'est les trois axes de ces accords de stabilisation et d'association. Et donc, dans l'intervalle, dans ce purgatoire, il y a à la fois des aides financières, juridiques, etc., des conseils, une revue périodique des progrès vers ces trois buts, et puis, au bout du compte, les pays sont reconnus comme ayant vocation à être candidats. Alors, vocation à être candidat, ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés d'être candidats. Alors que, à tout moment, ils peuvent sortir de ce processus. Voilà. Alors, ces accords ont été signés suivant les pays, entre 2001 et 2015. Le dernier à signer, c'était le Kosovo en 2015, même si la question du Kosovo, pour moi, c'est pas un État. Donc, bon. Et puis dans l'Union européenne, c'est une situation qui est totalement ubuesque, puisque cet État n'est pas reconnu par l'ensemble des membres de l'Union européenne, mais il signe des accords avec l'Union européenne. On y reviendra, je crois que vous avez prévu qu'on y revienne tout à l'heure, donc je reste là-dessus. Et puis, ils sont entrés en vigueur entre 2004 et 2016. Alors, pour l'instant, il n'y a qu'un pays qui en est sorti, c'est la Croatie, qui est sorti de l'accord, qui est passé de l'accord de stabilisation et d'association à l'adhésion en 2013. Tous les autres restent dans l'antichambre. La question, c'est de savoir s'il est encore imaginable qu'ils sortent du purgatoire. Alors, si vous voulez, en réalité, il y a eu au Conseil européen de Feira en 2000, on a reconnu la vocation de ces États à rentrer dans l'Union européenne. Puis en 2003, à Thessalonique, il y a eu on a adopté ce qu'on appelle l'agenda pour les Balkans occidentaux, qui était en réalité une feuille de route pour l'intégration. Force est de constater qu'aujourd'hui, tout ça, c'est dans l'ornière. Ça ne marche pas. Alors, pourquoi ça ne marche pas? D'abord parce qu'une partie de ces États sont des États mafieux. Il faut dire les choses comme elles sont. Monténégro est un État mafieux.
contrôlée par quelques familles, par le même chef d'État et le même Premier ministre depuis avant la fin de la Yougoslavie. Hein. Il n'y a jamais eu d'alternance. Vous avez pas de séparation des pouvoirs, vous avez, etc. L'Albanie est un État mafieux et instable. L'ancienne République yougoslave de Macédoine, qui devrait s'appeler bientôt République de Macédoine du Nord, est un État largement mafieux, avec des parts de l'économie qui sont détenues, qui sont dans l'économie noire, dans l'économie grise ou dans l'économie purement criminelle. Et puis alors, la cerise sur le gâteau, si j'ose dire, c'est le Kosovo, qui lui est tenu par les mafias. C'est même pas un État dans lequel les mafias sont des organisations criminelles ont un poids, c'est un État qui est aux mains des d'organisations criminelles et de gens qui n'ont échappé à la condamnation par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie que parce que les témoins de l'accusation ont été suicidés, assassinés ou se sont rétractés suite à des menaces sur leur famille. Donc, que ce soit le président Hashim Thaçi, surnommé le serpent, qui est mis en cause dans des affaires de trafic d'organes prélevés sur des êtres humains vivants, sans anesthésie, qu'il s'agisse de prisonniers de guerre serbes ou de civils serbes, et Haradinaj, Premier ministre, qui est à peu près du même tonneau. Et tous ces gens-là sont reçus dans les chancelleries occidentales, à l'Élysée. Madame Merkel se déplace pour aller serrer la louche à monsieur Thaçi, etc., etc. Si vous voulez, derrière, quand vous me parliez tout à l'heure de la condamnation des démocraties illibérales, ou de ces gens qui ont les droits de l'homme à la bouche en permanence, je veux dire, il y a quand même, vous comprenez bien qu'il y a quand même un très sérieux problème. En outre, l'Albanie comme le Kosovo sont des réservoirs d'armes pour le trafic d'armes vers les pays occidentaux, facilité par la suppression des frontières à l'intérieur de l'Union européenne, la circulation des armes, la circulation de l'argent du crime, des criminels et des armes est un des principaux gagnants de l'Union européenne. Hein, parce que la libre circulation des hommes et des capitaux, ça a été la libre circulation des criminels, également la libre circulation des criminels, des armes et des capitaux du crime, et des blanchiments du capitaux du crime. Donc ces pays-là, il faut voir également que ces pays sont extraordinairement travaillés dans leur minorité musulmane depuis une dizaine d'années par le salafisme djihadiste. Les communautés musulmanes des Balkans étaient à l'origine des communautés musulmanes extrêmement peu observantes, plutôt culturelles, musulmanes culturelles que religieuses, notamment en Bosnie-Herzégovine, où en réalité, et c'est également le cas en Bulgarie, c'est également le cas en ex-république yougoslave de Macédoine, où on avait des communautés musulmanes qui étaient très peu observantes, qui étaient en milieu majoritaire chrétien, et qui étaient, comment vous dire, qui étaient pour une partie des Slaves islamisés au moment de la conquête turque pour garder leur propriété et leur statut social dominant dans la société. C'est le cas également en Albanie. Et donc derrière, vous aviez un islam qui était un islam très peu observant. Or, en réalité, à partir des guerres de sécession yougoslave, ça a commencé en Bosnie,
la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Qatar ont financé une réislamisation sur un mode intégriste qui ne cesse plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a rebâti des mosquées et on a envoyé dans ces mosquées des prédicateurs intégristes, si bien que, alors je ne sais pas où en est la question aujourd'hui parce que j'ai un peu lâché les choses, mais au moment de plus grande extension extension territoriale de Daesh, vous aviez plusieurs camps d'entraînement de Daesh en Albanie, au Kosovo et en Bosnie-Herzégovine, qui étaient des points de formation et de relais pour le départ par la Turquie, parce que la fable de la Turquie luttant contre Daesh, c'est une fable. Jamais Daesh n'aurait tenu sans l'aide logistique et économique turque. Et donc, vous avez eu une chaîne entre cet islam des Balkans. Si je ne me trompe, il faudrait regarder les chiffres dans le détail, mais les communautés des Balkans ont été les communautés à fournir, parmi les communautés qui ont fourni la plus grande proportion de combattants à Daesh par rapport au nombre de ces communautés. Donc, si vous voulez, vous avez un islam des Balkans qui, en 25 ans, on va dire, a totalement changé de nature. Vous aviez un islam qui était un islam tolérant et peu observant, qui est aujourd'hui devenu un islam en partie rigoriste et en partie conquérant. Avec la question albanaise qui se trouve au centre de cette région. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez en réalité 3 États albanais dans cette région. Vous avez la République d'Albanie, vous avez le Kosovo, dont on va reparler peut-être, et puis vous avez l'ouest de la République yougoslave, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, qui est peuplée à majorité d'albanophones, et ces albanophones regardent aujourd'hui bien davantage vers Tirana ou vers Pristina que vers Skopje. Et donc, si vous voulez, la question, c'est pas seulement une question d'intégration, de processus d'intégration dans l'Union européenne, c'est une question de viabilité des États tels qu'ils sont aujourd'hui. Et je ne parle pas de la Bosnie-Herzégovine, qui est une incroyable usine à gaz, dans lequel vous avez, alors je ne sais plus combien de ministres, de centaines de ministres, mais on a aujourd'hui un État bosniaque qui est toujours bosno, je ne sais pas comment il faut l'appeler, qui est toujours régi par les accords de Dayton. Ces accords de Dayton n'ont jamais marché, et cet État n'existe pas en réalité. Il n'existe que par la tutelle américano-européenne qui maintient une apparence d'État de Bosnie-Herzégovine. Oui, mais alors si vous voulez, on est en plein délire. C'est-à-dire qu'on a mis dans une situation de candidat potentiel des États qui n'existent pas, soit qui sont aux mains de mafias, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais le président monténégrin ne peut pas mettre le pied en Italie parce qu'il est poursuivi par le parquet, je ne sais quel parquet italien, où il était poursuivi pour trafic de cigarettes, d'êtres humains, et de... Voilà. Donc, si vous voulez, vous avez dans cette région une situation qui est extraordinairement instable et où l'Union européenne comme l'OTAN, comme je vais le dire, se sont plantés. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre en place des plans de développement, de faire ce que les Américains ont eu l'intelligence de faire après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire un plan Marshall
qui permettent qui permettent à ces États de se stabiliser sur le plan économique et social, de trouver une viabilité intérieure, de développer un marché intérieur, etc. On les a forcés à aller vers une économie de marché sans mettre les moyens derrière pour les y aider. Et on a aujourd'hui des États qui sont en voie d'explosion. Enfin, c'est même pas qu'ils sont en voie d'explosion, c'est que pour certains, ils n'existent pas, ou ils n'existent que sur le papier, et que pour d'autres, ils ont une existence tellement évanescente que c'est très difficile. Alors, comment vous pouvez imaginer que ces... Alors, dans l'OTAN, vous pouvez imaginer, parce que la réalité de l'OTAN, c'est qu'elle veut damer le pion à la Russie. C'est clair. D'ailleurs, l'accord de Prespa sur l'ex-république du Yougoslave de Macédoine, que Tsipras a signé contre la volonté de, je crois, 65% ou 70% de Grecs selon les sondages, mais l'opposition était du même type de l'autre côté pour le gouvernement Zaev qui s'est assis sur le référendum dans lequel l'opposition avait demandé de ne pas participer, et il y a eu une participation ridicule. Donc cet accord qui a été signé par deux gouvernements contre l'opposition massive des deux opinions, et avec la bénédiction, et derrière le soutien actif, pour ne pas dire plus, la manipulation de l'Allemagne en premier lieu, des États-Unis derrière, ça c'est mon analyse. Certains vous diront que c'est les États-Unis qui étaient à la manœuvre. Moi, je pense que c'était l'Allemagne qui était à la manœuvre. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a deux politiques américaines. Il y a clairement, l'État profond américain était clairement dans l'affaire, dans cette affaire de Prespa. D'ailleurs, l'ambassadeur à Athènes, s'appelle M. Piat, et était tout de suite avant ambassadeur à Kiev. Il était ambassadeur à Kiev au moment du Maïdan, donc c'est un spécialiste de ce genre d'opération. Et donc vous aviez l'Allemagne et l'État profond américain qui étaient à la manœuvre, l'Union européenne qui a suivi. Mais derrière, quel est l'avantage de faire rentrer ces États dans l'OTAN, sinon de poursuivre cette fausse guerre froide, ou cette guerre froide qui n'a plus raison d'être, dont on parlait tout à l'heure, aucune, il n'y avait aucune autre raison. Les relations en réalité économiques étaient déjà excellentes entre Athènes et Skopje depuis très longtemps, et donc la question de cet accord n'était qu'une question de faire rentrer la RIM dans l'OTAN. Donc si vous voulez, pour les Américains, la question est une question stratégique, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir avoir des bases, il faut pouvoir avoir des armées, enfin, pour une partie de l'établissement américain, il faut avoir des armées qui soient sous commandement américain par l'intermédiaire de l'OTAN. Voilà. Bon. Le processus de l'Union européenne, d'intégration à l'Union européenne, il est beaucoup plus certain. Comment voulez-vous aujourd'hui légitimer l'entrée de la Bosnie-Herzégovine ou de la Macédoine ou du Monténégro dans l'Union européenne? Évidemment, ces pays ne satisfont en rien aux critères, à aucun des critères d'entrée. Et quand ils satisferont-ils? Vous voyez bien, l'agenda de Thessalonique date de 2003, on est en 2019, c'est-à-dire qu'en 16 ans, ça n'a pas avancé. Donc, alors, là où se pose la vraie question, à mon avis, c'est la Serbie. La Serbie devrait, si l'Union européenne n'était pas un instrument de guerre froide, de néo-guerre froide, la Serbie devrait l'avoir intégrée. En réalité, on sait très bien que c'est l'Allemagne qui a bloqué jusqu'ici l'adhésion de la Serbie, parce qu'en réalité, le projet allemand aujourd'hui, c'est de réorganiser, quand je vais dire ça, c'est de réorganiser les Balkans en fonction de ses intérêts économiques et géostratégiques. Vous voyez très bien que les deux pays de l'ex-Yougoslavie
qui ont été intégrés à l'Union européenne, c'était les deux anciens pays austro-hongrois, c'est-à-dire anciennement austro-hongrois, c'est-à-dire la Slovénie et la Croatie, qui ont été également, pendant la dernière guerre mondiale, des États alliés à l'Axe. En revanche, la Serbie, qui a toujours été contre l'impérialisme austro-hongrois et qui a été massivement résistante pendant la dernière guerre mondiale, elle n'appartient pas à cette ère de culture germanique et à cette ère économique germanique, et donc l'Allemagne s'oppose à son entrée, s'est opposée à son entrée dans l'Union européenne. Donc si vous voulez, on a là des choses qui dépassent largement les questions économiques. En réalité, la Serbie garde les liens privilégiés qu'elle a hérités de son histoire très ancienne, y compris du temps ottoman, où elle a des relations très étroites avec la Russie. La question, c'est que l'Allemagne voulait intégrer à l'Union européenne la Slovénie et la Croatie, qui étaient déjà intégrées à l'ère économique allemande du temps de la Yougoslavie titiste. C'est-à-dire que déjà, du temps de la Yougoslavie titiste, la Slovénie et la Croatie étaient des ateliers de l'industrie allemande et des réservoirs de main-d'œuvre pour l'industrie allemande. On a intégré dans l'Union européenne ces deux pays parce que l'Allemagne le voulait et parce que c'était son intérêt économique et que c'était son intérêt politique d'entretenir ces clientèles de l'ex-Autriche-Hongrie dans le concert européen. Il faudrait regarder ça très, très, très précisément, mais je serais curieux de voir les fois où la Slovénie et la Croatie n'ont pas voté comme l'Allemagne dans les conseils ou les grandes décisions européennes. C'est-à-dire que, si vous voulez, la question pour l'Allemagne, une des questions de l'Allemagne aujourd'hui, c'est aussi qu'elle a satellisé un certain nombre de pays d'Europe centrale et orientale du fait de sa puissance économique, et que cette satellisation fait qu'elle dispose au Conseil européen d'un nombre de voix qui dépasse largement la voix de Mme Merkel. Voilà. Si vous voulez, la Serbie n'est pas dans cette configuration-là, donc elle intéresse beaucoup moins l'Allemagne. Écoutez, ce qu'en pense la population, il faudrait être plus proche que je ne le suis au quotidien de ce qui se passe dans ces pays-là. La question dans toute l'Europe centrale et orientale, c'est que toutes les opinions de ces pays, de la Pologne à la Roumanie, en passant par l'ex-Yougoslavie, qu'elles soient dedans ou dehors de l'Union européenne, c'est qu'en réalité, il y a eu à la fois une réalité et une méprise. La réalité, c'est que pour tous ces pays-là, adhérer à l'Union européenne, c'était obtenir le parapluie de sécurité américain face à la Russie, qui avait été leur puissance dominante depuis 1945. Ils cherchaient une réassurance de sécurité de l'autre côté. Vous voyez très bien encore aujourd'hui avec la Pologne. Qu'est-ce qui intéresse la Pologne? C'est l'Union européenne ou c'est l'Alliance américaine? C'est évidemment l'Alliance américaine. Pour ces pays-là, l'adhésion à l'Union européenne a été, mais chronologiquement, quand vous regardez les choses, ça a été l'antichambre de l'entrée dans l'OTAN, c'est-à-dire l'antichambre pour eux d'avoir le parapluie américain contre ce qu'ils ressentaient comme étant
la possibilité de renaissance d'une menace russe. On voit d'ailleurs aujourd'hui que cette chose-là est en train de s'effacer. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, que le gouvernement Orban ou le gouvernement tchèque, c'est moins vrai pour les Polonais où le sentiment anti-russe reste extrêmement vivace, mais pour les Tchèques et les Hongrois, il y a eu un retour à la Russie qui est assez intéressant. C'est-à-dire que le gouvernement Orban a fait toute une série d'accords avec la Russie, pas simplement parce que les régimes se ressemblent, mais simplement parce que il y a des intérêts bien compris de part et d'autre. Si vous voulez, à terme, je pense que ce syndrome-là, qui était issu de la guerre froide, et qui était issu de la situation de domination qu'ont subi les pays du glacis occidental de l'URSS entre 1945 et 1990, va s'effacer. C'est-à-dire que leur adhésion à l'Union européenne par peur de la Russie est en train de s'effriter. Et on voit bien, que je vous parlais tout à l'heure du groupe 16+1, comment ils sont par exemple en train de nouer des relations économiques et politiques avec la Chine en tournant le dos à l'Europe occidentale. En choisissant, je crois que la ligne grande vitesse Belgrade-Budapest va être construite par les Chinois, aux normes chinoises, etc., dans le cadre du projet mondial des nouvelles routes de la soie, dont un certain nombre de ces pays ont déjà signé des partenariats, ce qui ne lasse pas d'inquiéter Bruxelles. C'est-à-dire qu'on voit bien comment ces pays sont très peu attachés à l'Union européenne. Comment vous pouvez mesurer cet attachement des populations à l'Union européenne? Vous pouvez le mesurer, je ne sais pas moi, par exemple, par la participation aux élections européennes dans ces pays. Si vous regardez ces pays d'Europe centrale et orientale, c'est les taux de participation aux élections européennes les plus faibles. En Slovaquie et en Tchéquie, sauf erreur de ma part, on a atteint aux dernières élections européennes des taux d'abstention entre 70 et 80%. C'est-à-dire que vous n'avez que 15 à 20%, 25% de la population qui se déplace pour des élections européennes. Donc si vous voulez, l'adhésion des opinions dans ces pays, elle est quand même très faible. Alors, ça, on ne peut pas le mesurer dans les États qui ne sont pas encore membres, puisque ceux-là ne votent pas. Alors, derrière la méprise, il y a une réalité, une méprise. La méprise, c'est que ces pays ont cru les opinions de ces pays ont cru qu'en adhérant à l'Union européenne, ils allaient atteindre très vite le niveau de consommation et de confort des pays déjà membres de l'Union européenne. Et donc, derrière, la déception a été grande. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas fait comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas fait ce que les Américains ont fait en 1945. On n'a pas essayé de redresser et de créer un marché intérieur. On leur a dit, il faut aller à marche forcée à l'économie de marché, c'est-à-dire, il faut sabrer dans tout ce qui faisait l'aspect positif de ce qu'avaient été les années du socialisme. C'est-à-dire que dans ces sociétés, il y avait un accès très égalitaire à la culture, à la santé, alors même si c'était selon des standards très inférieurs à chez nous, il n'y avait pas de chômage, etc. On gagnait peu, mais on travaillait peu, donc il y avait peu de liberté, mais si on se tenait tranquille, on avait une vie
assuré à des standards, des standards moyens, etc. Donc, si vous voulez, tout d'un coup, on a introduit dans ces sociétés des choses qui ont creusé de manière abyssale les inégalités. C'est-à-dire qu'on a appauvri les plus pauvres, on a appauvri ceux qui n'étaient pas capables d'aller dans la compétition, avec des situations de pauvreté extrême. Et d'un autre côté, vous avez des situations d'enrichissement hallucinantes, notamment des gens de l'ex-nomenclatura soviétique qui ont été les premiers bénéficiaires des privatisations qui ont été faites à marche forcée et qui ont creusé de manière abyssale les inégalités. Et donc, du coup, on n'a pas développé des marchés intérieurs. En les intégrant au grand marché européen, on leur a fait, on leur a délocalisé des emplois parce que les emplois étaient payés moins cher chez eux que chez nous. Mais du coup, ça veut dire que les salaires dans ces pays-là ne peuvent pas croître, parce que ne peuvent pas croître suffisamment pour développer un marché intérieur et une augmentation des droits et du niveau de vie comparable à ce que nous avons connu pendant les 30 Glorieuses. Parce que si on augmente trop les salaires, comme il n'y a pas non plus de protection douanière extérieure, les emplois vont partir ailleurs. En Ukraine, en Biélorussie, en Afrique du Nord, etc. Donc, comme il y a le grand marché, mais qu'il n'y a pas de protection douanière autour de ce grand marché, ce qui était un des principes de la communauté économique européenne, première manière, la pression sur les salaires dans ces pays est restée très forte. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, on ne peut pas vous augmenter ou on vous augmente très peu, parce que sinon les emplois partiront ailleurs. Et donc, du coup, vous n'avez pas eu l'effet d'élévation générale du niveau de vie que les gens espéraient de l'intégration à l'Union européenne. Il ne faut pas dire qu'elle n'a pas existé, il y a eu une élévation moyenne, mais elle n'a pas existé, elle n'a pas amené... on est quoi aujourd'hui? On est 90, 30 ans après. Elle n'a pas amené en 30 ans ces sociétés au niveau moyen des nôtres. Les salaires, ils restent très inférieurs, et on voit bien avec la Grèce qu'on a même fait, pour des raisons X, Y, on a même fait dans un pays où les salaires étaient montés plus haut, on les a fait redescendre à des niveaux comparables, justement avec ce mécanisme. Donc, si vous voulez, pour ces pays-là, pour les opinions de ces pays-là, l'intégration européenne est relativement décevante. C'est-à-dire qu'elle a été loin de réaliser tous les espoirs que les gens y avaient mis. La dernière chose, c'est que malgré tout, l'Union européenne, il reste relativement populaire, parce que, comme en Espagne, comme en Portugal, comme en Grèce, dans la mémoire collective, l'adhésion à l'Union européenne reste liée au retour à la démocratie. Et que donc, il y a de ce fait-là une relative popularité, un relatif attachement des populations qui reste vrai. Si vous voulez, la question du Kosovo, c'est une question qui est une histoire à dormir debout. C'est-à-dire qu'on a fait, l'Union européenne et l'OTAN ont fait la guerre en Yougoslavie au nom de l'intangibilité des frontières. C'est-à-dire qu'on a décidé de manière absurde, parce que les frontières étaient des frontières
les frontières étaient des frontières intérieures à un État fédéral, c'est-à-dire des frontières qui ne signifiaient rien. On a décidé que du jour au lendemain, les frontières intérieures valaient frontières internationales. Et on a fait la guerre, notamment en Bosnie-Herzégovine, pour imposer le respect que les frontières intérieures de l'ex-Yougoslavie soient transformées telles quelles en frontières internationales. Partout, sauf au Kosovo. C'est-à-dire qu'au Kosovo, on a décidé, pourquoi, qui, comment, que c'était le seul endroit où une province à statut autonome d'une ex-république yougoslave avait le droit de devenir indépendante. C'est-à-dire que la province serbe de Bosnie-Herzégovine n'avait pas le droit, enfin la population serbe, la communauté serbe de Bosnie-Herzégovine n'avait pas le droit de devenir indépendante alors que la Bosnie-Herzégovine, etc. Les Serbes de Croatie n'avaient pas le droit de devenir indépendants de l'État croate, mais par miracle, les albanophones de Serbie groupés dans la province du Kosovo se sont vus reconnaître le droit à proclamer un État indépendant, ce que les Serbes ne veulent pas reconnaître en l'état actuel. C'est une décision qui a été imposée par les États-Unis et l'Allemagne. Faites plus, d'accord. Alors, il faut remarquer là-dedans que l'Union européenne ne peut pas reconnaître le Kosovo, puisque des États de l'Union européenne ne reconnaissent pas l'indépendance du Kosovo. Et vous comprenez bien pourquoi. L'Espagne, qui est aux prises avec le séparatisme catalan, Chypre qui est aux prises avec le séparatisme de la communauté turque, de l'occupation illégale par la Turquie et la proclamation d'un État fantoche dans le nord de l'île qui n'est reconnu que par Ankara, etc. Donc, on pourrait parler de Belgique, le cas le précédent du Kosovo est un précédent extraordinairement dangereux. Dont des séparatismes partout pourraient prendre demain le prétexte pour provoquer leur sécession de l'État national auquel ils appartiennent. Donc, si vous voulez, cette histoire du Kosovo est une histoire à dormir debout. C'est-à-dire que jamais l'Union européenne n'aurait dû reconnaître l'indépendance du Kosovo. Il n'y a aucune raison de reconnaître l'indépendance du Kosovo. Ou alors, il fallait convoquer, dans le cadre de l'ex-Yougoslavie, une conférence territoriale destinée à redessiner des frontières acceptables par tous. Mais ça reprend ce que je vous disais tout à l'heure avec les 3 États albanais. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, vous avez dans les Balkans 3 États albanais. Qui peut croire que ça va durer? Quel est l'avenir des frontières de cette région? Comment la Serbie peut-elle accepter qu'une région, une province où par ailleurs sa propre minorité serbe a été persécutée, se dote d'une force armée alors que cette sécession n'est pas acceptée par le plus grand nombre de Serbes, même si aujourd'hui il paraît difficile de pouvoir revenir dessus. Donc si vous voulez, au minimum, l'Union européenne, là-dessus, devrait calmer les ardeurs des criminels qui sont à la tête de l'État kosovar et leur faire savoir avec les armes financières dont elles disposent qu'ils devraient cesser leur provocation et les forcer à revenir à la table de négociation avec la Serbie. Mais il est vrai que quand on voit M. Macron recevoir à l'Élysée M. Haradinaj et M. Tachip et M. Haradinaj
et en même temps, le 11 novembre, reléguer le président serbe, qui a été pourtant notre principal allié dans la Première Guerre mondiale, un de nos alliés dans le pays pour lequel nous sommes rentrés en guerre dans la Première Guerre mondiale, qui est le pays qui a le plus souffert de la Première Guerre mondiale sur une tribune secondaire, alors qu'il met M. Tacci derrière lui. C'est vrai que cette irresponsabilité et cette incompétence de Macron en politique étrangère commence à devenir très gênante sur des tas de sujets. C'est-à-dire que ce garçon manque singulièrement de culture historique, où il manque singulièrement de doigté diplomatique et de respect minimum pour les peuples qui composent l'Europe. Même chose vis-à-vis des Polonais, d'ailleurs. C'est-à-dire que cette manière de faire de la diplomatie proclamatoire et de ne prendre absolument aucun compte des conséquences régionales de ces gestes diplomatiques inconsidérés va finir par être très gênant pour la parole et le rôle de la France en Europe et dans le monde. Donc voilà. Mais cette histoire du Kosovo est vraiment une histoire dans laquelle l'Europe s'est assise sur ses principes. Alors c'est pas la première fois, et c'est pas la dernière non plus, parce que la manière dont on a traité la Grèce depuis 2010, puis après 2015, etc. Mais ce qu'on voit avec cette Union européenne, c'est qu'en réalité, elle a une propension de plus en plus accusée de faire le contraire de ce que sont les principes qu'elle affiche. Et ça, au Kosovo, c'est quand même extraordinairement frappant. Je ne crois pas que la dimension religieuse joue là-dedans. Simplement, de fait, si vous voulez, la réalité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que la Bosnie-Herzégovine, ça n'existe pas. Donc on a voulu, avec les accords de Dayton, dire la Bosnie-Herzégovine va exister contre vents et marées et contre la volonté des trois communautés qui la composent. Or, ces communautés ne veulent pas vivre ensemble dans un même État. Ou en tout cas, les circonstances historiques qui ont conduit à l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine ont fait que l'État de Bosnie-Herzégovine qu'on a créé et auquel on a donné des structures non viables, avec une architecture institutionnelle, si vous voulez, c'est absurde. Enfin, je veux dire, on ne pouvait pas imaginer que ça puisse marcher. Qui a pu imaginer qu'en fabriquant une usine à gaz de la taille de ce qu'est la République de Bosnie-Herzégovine, avec ses régions, ses communautés, alors je sais bien, il y a des républiques fédérales qui existent et qui ont des structures complexes, à commencer par la Belgique. Mais si vous voulez, ça nécessite au moins un minimum de consentement des populations. Or, ce consentement n'existe pas en Bosnie-Herzégovine. Donc, on a voulu maintenir par la tutelle
américano-européenne un État artificiel dans lequel toute initiative est paralysée par le fait que le politique ne marche pas, parce que les institutions ne peuvent, telles qu'elles ont été conçues, ne peuvent pas fonctionner. Donc, si vous voulez, d'un côté, au Kosovo, on dit ça ne peut pas marcher en Serbie avec les Serbes et les Kosovars, donc on donne l'indépendance aux Kosovars, mais de l'autre côté, en Bosnie, on dit il faut à tout prix que ces gens arrivent à travailler ensemble, même s'ils n'ont pas le début de la volonté pour le faire. Donc voilà, donc si vous voulez, cette incohérence d'un endroit à un autre de la politique américano-européenne dans les Balkans est hallucinante. Donc voilà, donc la Bosnie-Herzégovine, c'est ça le principal obstacle à l'adhésion de la Bosnie-Herzégovine. Après l'Albanie, il faut voir deux choses en Albanie. Il faut voir d'abord que ce pays a connu un régime socialiste unique. À part la Corée du Nord, il n'y a pas quelque chose de plus absurde. Donc il en a été profondément traumatisé. Et derrière la reconstruction d'un État albanais qui n'avait jamais existé, c'est-à-dire que l'Albanie, entre sa création au début du XXe siècle, et l'Albanie socialiste d'Enver Hoxha, c'est un État qui n'existe pas. C'est un État autoritaire avec un roi d'opérette et en réalité une structure clanique qui a toujours été la base de la société albanaise. Et donc aujourd'hui, vous avez en Albanie à peu près les mêmes structures, c'est-à-dire que les partis sont des partis essentiellement ethnico-claniques, ou linguistico-claniques, c'est-à-dire qu'on a au nord on a des variantes de la langue albanaise au nord et au sud qui sont parlées par des gens qui sont liés par des solidarités familialo-tribales, familiales élargies, et les structures politiques sont calquées là-dessus. Si vous voulez, c'est très difficile d'avoir une vie politique démocratique dans ce cadre-là, avec un État qui reste un État extraordinairement pauvre, où le crime organisé est extraordinairement puissant, et où il n'y a pas d'économie, il n'y a pas une économie viable. Donc c'est ça le principal obstacle à l'adhésion de l'Albanie. Non, vous avez des pays qui ont des minorités musulmanes et qui sont membres de l'Union européenne, à commencer par la Bulgarie, dans lequel la minorité musulmane est l'arbitre depuis la chute du régime socialiste. En gros, le parti de la minorité musulmane est un des arbitres de la vie politique. Et ça n'a pas empêché la Bulgarie de rentrer dans l'Union européenne. Donc, franchement, je ne crois pas que l'argument religieux est un argument valable. Non, c'est surtout que l'état politique et économique de ces pays est désastreux parce que l'Union européenne y a mené une politique désastreuse et qu'on n'a pas été capable de concevoir une politique qui amène, de concevoir une politique économique d'aide à ces pays qui les amène à une stabilisation politique véritable et à un État dans lequel ils soient à peu près au niveau, à un niveau où leur adhésion devient, à un niveau économique où leur adhésion devient à peu près envisageable. Mais c'est pas demain la veille, très franchement. Quand on voit l'état de l'Albanie ou du Monténégro ou de la Bosnie-Herzégovine, les progrès en termes d'état de droit et d'économie restent à faire.
c'est une énorme question, il nous faudrait presque autant de temps que pour la... Bon, écoutez, allons au principal. La Grèce va mieux, c'est une foutaise. Comment on peut dire qu'un pays va mieux alors que 30% de sa population a plongé sous le seuil de pauvreté, que 30% est autour du seuil de pauvreté et menacé d'y plonger, que 30% n'a plus de couverture maladie, que les gens meurent parce qu'ils sont plus soignés, parce qu'ils ne peuvent plus aller à l'hôpital pour se faire soigner d'un cancer, ou qu'on les ampute parce qu'ils n'ont plus les moyens d'acheter de l'insuline pour soigner leur diabète, qui deviennent aveugles parce qu'ils n'ont pas cette insuline, où on a à l'heure actuelle, l'Union européenne pilote actuellement un programme de spoliation des biens privés, des petits propriétaires privés de biens immobiliers, alors qu'on est dans un pays où 80% de l'épargne était de la propriété immobilière. On est en train, non seulement on a spolié le patrimoine public, mais on est en train de spolier les propriétaires privés selon divers moyens. Je renvoie les gens, je ne peux pas vous expliquer là, mais je renvoie les gens à mon blog, sur mon site. Je parle régulièrement de la situation grecque. Voilà, enfin, je veux dire, cet été, je ne sais plus si c'est 30 ou 40% des gens qui ne peuvent plus se chauffer correctement pendant l'hiver. Si vous allez à Athènes aujourd'hui, ça sent le feu de bois parce que les immeubles en hiver, les copropriétés n'ont plus les moyens d'acheter du fioul ou du gaz. Et donc, on chauffe les immeubles 1 heure le matin et 1 heure le soir, quand on les chauffe encore, c'est-à-dire que les gens sont obligés d'installer des poêles à bois de fortune, d'où des intoxications, de la pollution. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant de dire la Grèce va mieux, c'est hallucinant. Monsieur Moscovici est un menteur avéré, je sais pas pourquoi, ça me dégoûte en plus, parce que je veux dire, c'est des gens qui meurent derrière tout ça. Si vous voulez, quand vous regardez les chiffres, le taux de natalité s'est effondré, le taux de mortalité a cru en 10 ans d'une manière qui rappelle les situations de guerre. Dans un pays de moins de 11 millions d'habitants, vous avez 500 000 jeunes qui sont partis. Alors on vous dit le chômage a baissé. Le chômage, il a baissé en gros de 400 000 personnes. Et vous avez 500 000 personnes qui sont parties à l'étranger, qui sont les mieux formés, qui sont des médecins, des anesthésistes, des ingénieurs, des informaticiens, etc., etc. C'est-à-dire qu'en plus de paupériser les gens, on enlève au pays toutes les possibilités de rebond. C'est-à-dire qu'on lui enlève ses élites techniques. Aujourd'hui, il y a des tas d'hôpitaux non seulement il y a des hôpitaux où il n'y a plus un scanner qui marche. Le plus grand hôpital d'Athènes cet été a été privé pendant, je crois, 3 semaines de tout appareil de coronographie. Parce que le dernier achat d'appareils de coronographie datait d'il y a 10 ans et que les 3 appareils sont tombés en panne en même temps et ce n'était pas la première fois. Le personnel de l'hôpital a dit qu'il n'y avait même plus de quoi stériliser les matériels de stérilisation pour les opérations. Il y a des endroits nombreux où on est obligé de reporter les opérations parce qu'il n'y a plus d'anesthésistes. Les anesthésistes sont partis à l'étranger. Enfin, je veux dire, c'est quand même hallucinant que des responsables politiques puissent tenir ce genre de mensonges. Mensonges. Excusez-moi du terme, mais c'est dégueulasse. Ça me révolte totalement d'entendre ça, d'entendre la Grèce va mieux. Je l'ai dit d'ailleurs à M. Breland dans un débat récent que nous avons eu sur la chaîne parlementaire après un documentaire sur le traité de Rome. Donc la Grèce ne va pas mieux, la Grèce s'est enfoncée dans un état de déflation, de chômage de masse, où plus rien ne veut plus rien dire. Quand Tsipras dit je vais augmenter le salaire minimum de 11%, ça ne veut plus rien dire. Parce que les gens, de toute façon, ne sont plus payés.
C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, je crois, je ne sais plus combien de pourcents, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est de l'ordre de 40% de gens qui ne sont plus payés tous les mois. Ils sont payés quand les patrons peuvent ou veulent les payer. Et puis, on emploie les gens sur des contrats à temps partiel et on les fait travailler à temps plein. Et puis, les chantiers navals d'Éleusis, qui sont les plus grands, parmi les plus grands chantiers navals de Grèce, on a appris le mois dernier que les gens n'avaient pas touché leur salaire depuis le mois de mai. Et puis, l'île d'à côté, à côté de celle où j'habite 3 mois dans l'année, on sait que l'été dernier, les salaires dans le tourisme sont tombés sous 2 € de l'heure. Vous vous rendez compte? On est passé à un modèle touristique all-inclusive, où, alors on vous dit, la Grèce, on a battu les records d'entrée de touristes. Ah oui, on a battu les records d'entrée de touristes, seulement c'est des touristes all-inclusive, donc ils payent dans le pays de départ, les recettes sont localisées dans le pays de départ, elles ne viennent pas en Grèce, et ne vient en Grèce que ce qui sert à payer les sous-traitants locaux, et comme il y a un chômage de masse, on met en concurrence des sous-traitants en leur disant c'est celui qui travaille pour rien qui aura le marché. Donc si vous voulez, ça ne veut rien dire, la Grèce a battu des records de tourisme. Ça ne veut plus rien dire. Et puis quand c'est pas ça, quand les patrons payent le salaire, ou certains patrons payent le salaire, ils viennent au distributeur automatique avec le salarié pour se faire restituer une partie du salaire qu'ils ont payé et qu'ils ont déclaré à l'État. Donc si vous voulez, tout droit social a tellement été vaporisé que tous les mots employés par les politiques ne signifient plus rien. Il n'y a plus. C'est très étrange, hein. C'est un monde dans lequel ce qu'on dit sur le théâtre politique n'a plus aucune réalité pratique. Voilà. Alors ça, si vous voulez, c'est pour vous dire l'arrière-fond de la Grèce va mieux. Alors, après, le rebond, soi-disant rebond. La Grèce a perdu 30%, 25 à 30% de son PIB depuis 2010. Et elle a fait, je crois, un tout petit peu plus de 2% de croissance l'année dernière. Et probablement, on va nous sortir un chiffre, je crois que le chiffre n'est pas encore sorti, j'ai regardé, ou alors je l'ai raté, on va nous sortir un chiffre pour 2019 qui va être probablement dans les mêmes eaux. Vous voyez bien que c'est ridicule. Vous perdez 25 à 30% en 10 ans, vous regagnez, et la 10e, 11e année, vous regagnez 2%, et vous allez regagner, puis l'année prochaine, on va retomber en récession, parce que tout le monde vous dit que le ralentissement européen est plus Donc, si vous voulez, ça, c'est ce qu'on appelle en économie le rebond du chat mort. Vous prenez un chat mort, vous le mettez en hauteur, vous le laissez tomber par terre, et quand il tombe par terre, il y a un petit sursaut, parce que voilà, c'est ce qui arrive à l'économie grecque. Comme on l'a acheté du 20e étage, au bout de 10 ans, tout le monde a déstocké, on n'a plus rien acheté, les gens faut voir les études sur la consommation des ménages. Les gens ont réduit leurs dépenses, je crois les dépenses d'habillement, c'est de l'ordre de 40%. Même les dépenses alimentaires ont fondu, sauf les dépenses de pâtes, de riz et d'œufs. Mais si vous prenez les dépenses de pain, de poisson, etc., tout ça a fondu. Donc vous prenez l'économie grecque, vous la lancez du 20e étage, elle s'écrase par terre. Effectivement, au bout de 10 ans, 12 ans, vous avez besoin de restocker un peu, vous avez des secteurs qui se remettent un peu d'aplomb et qui repartent qu'à un cas avec des gens qui arrivent à remonter le boulot. Mais ça n'a rien à voir avec un rebond, ça n'a rien à voir avec un ça va mieux. Si vous voulez, le ça va mieux, c'est l'Argentine. Quand Kirchner arrive avec Lavagna, le pays a perdu, je ne sais plus combien de pourcents de PIB les quatre années précédentes,
exactement pour la même raison que, que la Grèce d'ailleurs, parce que le FMI a décidé d'attacher le peso argentin au dollar, c'est-à-dire que l'Argentine a perdu sa souveraineté monétaire comme la Grèce l'a perdue en adhérant à l'euro. Donc on rompt ça, on dévalue massivement, on fait défaut sur la dette, et du coup, dans les 2 ans, 3 ans ou 4 ans, on compense la perte des 4 ans précédents, et ensuite on repart de l'avant. Et on n'est pas du tout là-dedans. Alors si vous voulez, c'est très drôle, parce que vous avez, aujourd'hui, on a les minutes du FMI qui ont fuité au moment du premier plan, du premier mémorandum. Il faut pas, là aussi, comme je disais tout à l'heure, il faut arrêter de parler de plan d'aide. Il n'y a pas eu de plan d'aide à la Grèce. C'est un mensonge, le plan d'aide. Il y a eu un plan d'aide aux banques européennes qui détenaient de la dette grecque. Et on a fait passer la dette grecque détenue par les banques privées européennes par un jeu de bonneteau comme des dettes des États européens, c'est-à-dire des contribuables européens, mais les Grecs, ils n'ont pas vu la couleur de la moindre aide depuis 2009-2010. Il faut voir vraiment ce que signifient les mots. Il ne faut pas parler de plan d'aide. Donc on a cette histoire qui a été d'exiger ah oui, on a ces minutes du FMI où vous avez en réalité tous les pays qui ont subi des plans d'ajustement du FMI qui votent contre le plan d'aide à la Grèce et qui disent pourquoi. Et notamment, vous avez le représentant argentin, le représentant indien, le représentant, je ne sais plus qui, brésilien, et vous avez même, figurez-vous, le représentant suisse qui dit « ça ne peut pas marcher ». Et voilà pour telle et telle et telle raison, ça ne peut pas marcher, parce que quand vous plongez un pays dans la déflation, c'est une spirale descendante. Ça ne crée pas ça ne règle pas le problème, ça l'aggrave. Et vous avez les types américains, enfin les Européens et les Américains qui disent « Ah non, mais c'est pas ça du tout, on va demander des efforts et on va avoir un scénario en V. » C'est-à-dire, on va avoir, on part d'un point haut, on va avoir une baisse, oui, parce qu'on prend des mesures difficiles, mais derrière, une fois qu'on aura baissé, on aura réalisé les sacrifices nécessaires, et à ce moment-là, on reviendra très vite au niveau premier. Et, disent-ils, la dette grecque, à l'époque, donc on est en 2010, je crois, la dette grecque doit revenir à 100% du PIB en 2014, je crois. Ah oui, mais non. Et vous avez l'Argentin qui dit non, non, c'est pas ça qui va se passer. Vous allez avoir un scénario en L, c'est-à-dire, ouais. Et ensuite, stagnation. Or, c'est ça qui se passe depuis 10 ans. C'est-à-dire que ce qui se passe depuis 10 ans, c'est qu'on a tellement supprimé, on a tellement malmené la consommation intérieure grecque qu'on l'a éteinte, et on sait que dans les pays industrialisés, dans les pays développés, ce qui est encore la Grèce un peu, la croissance repose à 60% sur la consommation intérieure. Donc quand vous éteignez la consommation intérieure, vous n'avez plus faire de croissance. Voilà. Et donc derrière, on a un scénario de stagnation avec des rebonds. Alors voilà, on a déjà eu un, je ne sais plus, c'était en 2016, 2015 ou 2014, 2015, je sais plus. On a un plus un et quelques tout d'un coup, voilà, parce qu'on a besoin de le restocker. Et puis alors, ce que vous avez quand même, c'est qu'entre-temps, l'euro, qui au début de la crise grecque était à 1,60, il est descendu à 1,13. Du coup, l'effet d'étouffement est moins important. Donc c'est ce qui explique que la situation grecque a probablement cessé de se détériorer il y a 18 mois.
Mais ça va reprendre, parce que là, on rentre de nouveau dans un cycle de récession européenne, donc la Grèce va en reprendre pour 3, 4, 5 ans, et donc le scénario en L, il n'y aura pas de scénario en V, et le scénario en L continue. Et en plus, tous ces experts qui vous expliquent aujourd'hui ce qu'il faut faire en France, ce qu'on a fait en Grèce, hein, parce que moi, ce que j'explique aux Gilets jaunes quand je les vois, c'est on vous a expliqué en Grèce, on vous a expliqué en 2010 que les Grecs méritaient le traitement qu'on leur infligeait parce qu'ils avaient fraudé, menti, qu'ils étaient voleurs, etc. par nature. Hein, ça, c'est très drôle que l'Union européenne qui dit fraternité des peuples, mais ça ne les a pas gênés du tout d'essentialiser le grec, d'essentialiser l'italien, l'espagnol, etc., en disant les pays du Club Med, tous ces gens qui profitent, qui mentent, qui vont sur la plage, etc. Ça ne les a pas gênés, tous les journaux et les soi-disant journalistes, de véhiculer ces stéréotypes, eux qui crient au racisme à la moindre occasion. C'est des stéréotypes totalement racistes, essentialistes, totalement racistes sur les Européens du Sud, qui ont été véhiculés par la presse occidentale de manière absolument scandaleuse. Eh bien, on a dit aux gens à l'époque, mais surtout ne craignez pas que ça vous arrive, parce que eux, ça leur est arrivé parce qu'ils ont fauté. Hein, donc ils payent leurs fautes. Ils sont coupables. Sauf que les Gilets jaunes, ils se rendent compte aujourd'hui, et moi je leur dis, vous voyez, ce qu'on a fait aux Grecs, ça vient maintenant. La CSG sur les retraites, la cessation de la fin de l'indexation des retraites sur l'inflation, etc. Tout ça, c'est des choses qui ont été testées dans le laboratoire grec depuis 10 ans. C'est-à-dire que la Grèce et les pays d'Europe du Sud ont été un laboratoire de ce qui vient maintenant chez nous. Donc ça, c'est pour le ça va mieux. Donc ils se sont plantés, parce qu'il n'y a jamais eu de scénario en V, et la dette grecque qui devait redescendre à 100% du PIB en 2014, elle est toujours à 180%, excusez du peu. Ces gens-là n'ont que l'efficacité, le marché à la bouche. Enfin, si dans une entreprise privée, ils avaient les recettes qu'ils avaient fait adopter par l'entreprise privée en promettant les résultats qu'ils ont promis avec les résultats comparés avec les résultats qui sont aujourd'hui 10 ans après, ces gens-là, ils seraient aujourd'hui à l'Agence pour l'emploi à chercher de l'emploi. Hein, les Moscovici, les Le Maire, les Charles Bleu, etc., etc. Donc, si vous voulez, toute cette affaire de la Grèce a été une immense escroquerie intellectuelle. Alors maintenant, dernier point, la Grèce revient sur les marchés. Quel succès! Elle revient sur les marchés. Vous avez vu à quel taux elle emprunte sur les marchés? Elle a emprunté à 10 ans à 3,9%. Vous savez combien on emprunte en Europe? À moins d'1% en général. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Grèce emprunte aujourd'hui sur les marchés à un taux qui est insoutenable pour elle, c'est-à-dire qu'elle a déjà une dette de 180% de son PIB, et elle est obligée de s'endetter davantage en s'endettant à un taux de 3,9%. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le 4e mémorandum, il est en préparation en réalité. Mais il ne faut pas le dire, parce qu'il va y avoir des élections au printemps. Et qu'en Grèce, il va y avoir des élections municipales, provinciales, européennes, et probablement législatives. Donc il faut absolument chanter la chanson du succès pour permettre aux partis européens d'être réélus, de revenir au pouvoir pour 4 ans, et puis juste derrière les élections, on vous dira « Ah ben oui, mais non, ça ne va pas aller, donc il va falloir faire un nouveau un nouveau plan d'aide. » Et donc, si vous voulez, tout ça ça me met hors de moi, parce que c'est un pays que j'aime, que je connais depuis que j'ai 15 ans, et j'en ai bientôt 62.
Et donc, si vous voulez, que j'adore ce pays, que j'y ai vécu, que j'y vis, je vais y vivre probablement un peu plus maintenant. Mais ce qu'on a fait subir à ce pays est, à mon avis, unique en temps de paix. C'est-à-dire que, sauf peut-être les pays socialistes à la sortie du socialisme, enfin, on lui a imposé un traitement de choc totalement inutile et d'une extraordinaire violence, d'une extraordinaire brutalité, d'une extraordinaire sauvagerie, avec des conséquences humaines absolument tragiques, et aujourd'hui avec des conséquences politiques extraordinairement délétères. C'est-à-dire qu'on va voir ce qui va sortir des prochaines élections. Mais il ne faudra pas s'étonner, on vient là un peu au début de notre entretien, il ne faudra pas s'étonner un jour si on a en Grèce une force qui l'emporte avec un programme autoritaire. C'est-à-dire qu'on entend aujourd'hui dans des conversations, privées en Grèce, des choses que moi je n'ai jamais entendues depuis 1974 et le retour à la démocratie. Du genre... ah oui, mais au moins du temps des colonels, on nous respectait. Vous voyez? C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, ils ont été tellement humiliés, en plus d'être appauvris, paupérisés, malmenés, privés de soins, privés d'avenir, etc., que viendra le moment où ils chercheront un sauveur, et je dirais n'importe quel sauveur. Donc voilà, si vous voulez, cette histoire de la Grèce qui va mieux est une histoire absolument scandaleuse. Absolument scandaleuse.